Dans cette édition, direction Rochefort, en Charente-Maritime, où les pièces du musée de la Marine sont bichonnées avant la réouverture début février. En Loire-Atlantique, nous réviserons les règles de sécurité en matière de pilotage de drones, des engins de plus en plus répandus. Mais d'abord parlons numerus clausus. Cette règle, véritable bête noire des étudiants en première année de médecine, a été un peu assouplie. Pourquoi et dans quelle proportion? Réponse tout de suite sur le campus de la Timone à Marseille. Le numerus clausus, du latin nombre fermé. C'est l'effectif d'étudiants admis en deuxième année de médecine. Chaque faculté a son propre quota. À Marseille, il n'avait pas bougé depuis 2011 et passe de 315 à 362. Une augmentation de près de 15%. De quoi faire des heureux. Super, je savais pas. C'est cool, vraiment. Il était temps, je pense. Bon, c'est déjà mieux que rien, mais je pense qu'il faut encore un petit peu augmenter quand même. L'objectif de cette mesure, proposée par la ministre de la Santé Marisol Touraine, lutter contre les déserts médicaux. Mais s'il fixe les effectifs, le numerus clausus ne dit pas où ces professionnels vont devoir exercer. Pour Georges Leonetti, le doyen de la faculté de médecine d'Aix-Marseille, cette seule augmentation ne résoudra pas le problème de répartition des médecins sur le territoire. Ce que l'on peut faire, c'est réfléchir au maillage en termes de santé publique, notamment par rapport à ce que peut mettre en avant l'État au travers des hôpitaux de proximité, au travers des centres de santé et au travers aussi des actions qu'il peut mener pour favoriser peut-être encore plus la pratique de la médecine en groupe, parce que je pense que c'est ce que les jeunes attendent le plus. Avec 2791 inscrits, le concours de médecine à Marseille fait partie des plus difficiles de France. Chaque année, seulement 12% de ces étudiants franchiront le cap de la première année. Avec l'augmentation du numerus clausus, la barre sera sans doute un peu moins haute. Ça a été l'un des objets les plus offerts à Noël dernier. Les drones sont à la mode, mais attention, leur utilisation est réglementée. Afin d'éviter les problèmes, voici les conseils de professionnels. Depuis 4 ans, l'engouement n'a jamais été aussi fort pour la vente de drones de loisirs. Dans cette boutique nantaise, les ventes ont grimpé pendant les fêtes. L'objet est devenu de plus en plus accessible, mais il faut tout de même respecter certains principes. Nous, ce qu'on conseille vraiment dans un premier temps, c'est quand on découvre la machine, c'est de voler dans un endroit bien dégagé, donc dans un champ où il n'y a pas d'arbres, où il n'y a pas justement d'habitation, on revient un peu là-dessus, mais éviter vraiment tout ce qui est obstacle, qui pourrait être un danger pour le pilote et pour les personnes qui sont autour du drone, justement. La plupart du temps, ces réglementations sont détaillées dans la notice d'utilisation et rappelées par les vendeurs lors de l'achat du drone. C'est des règles de juste de bon sens. Je pense que la plupart des particuliers qui ne respectent pas ces règles, c'est moins parce qu'ils c'est pas parce qu'ils ne veulent pas le faire, c'est parce qu'ils ne les connaissent pas. Donc il faudrait peut-être que tout le monde se renseigne un peu plus sur ces règles-là, qui sont par ailleurs pas très compliquées non plus. Pour les professionnels, il existe une réglementation à respecter sous peine de voir sa licence retirée. Elle impose notamment une hauteur maximale de vol de 150 mètres, l'interdiction d'approcher des sites sensibles et des contraintes techniques. La réglementation va nous obliger à avoir des appareils équipés de transpondeurs pour savoir où se trouvent nos appareils. Et puis on a une obligation de la part du télépilote qu'il a une formation et de la part du fabricant de drones qu'il forme ou qu'il informe ses clients. Aujourd'hui, 2500 professionnels font voler des drones dans le ciel de France. Avec ses 199 mètres de long et ses 64 mètres de haut, le Dixmude est ce qu'on appelle un géant des mers. Ce porte-avions de type Mistral a exceptionnellement accueilli à bord des élèves toulonnais et marseillais impressionnés par l'organisation de la vie à bord. Embarqué depuis le port de Toulon, c'est à bord d'une barge que les collégiens et lycéens abordent le Dixmude. Arrivés dans les entrailles d'un géant qui mesure près de 200 mètres de long, nos jeunes matelots découvrent que ce fleuron de la Marine nationale est plutôt confortable. Donc là, on est dans une des chambres du bloc d'État. Dans ces chambres, il y a 6 lits, ou 4 ou 2. Une fois installé, direction l'hôpital du bateau. Parmi ses missions, le Dixmude peut être utilisé dans les zones de conflit pour l'évacuation de civils. C'est ici que va être fait, donc, comme son nom l'indique, le triage des blessés et qu'on va prioriser les blessés qui vont être traités en premier. Quelques étages plus haut, sur le pont d'envol, nos élèves rencontrent des pilotes d'hélicoptères. Certains chanceux pourront même entrer dans l'appareil. Il y a jusqu'à combien de personnes qui peuvent monter dans l'hélicoptère Donc on peut mettre 14 passagers, 14 commandos.
C'est important de montrer aux jeunes à quoi sert la marine, ce que les marins font aujourd'hui et avec quel matériel ils travaillent. Pour la démonstration en vol, question de sécurité, c'est depuis la passerelle qu'ils assistent aux manœuvres aériennes. Les Français ont plutôt une image très positive de la Marine nationale, plus de 90% sont satisfaits. En revanche, ils ne connaissent pas nos missions. À peine 50% d'entre eux les connaissent. Donc c'est l'occasion, lorsqu'on les embarque, de faire connaître aux jeunes les missions de la Marine. Évidemment dans un objectif de recrutement pour ceux que ça intéresse. Et puis plus généralement, voilà, entretenir le lien armée-nation. Fin de la journée, le Dixmude approche les côtes marseillaises. Les élèves profitent du spectacle. C'est l'heure du bilan. Qu'est-ce que tu as découvert à bord ? Plein de métiers différents, on ne s'attend pas à ce qu'il y en ait autant finalement. On ne s'attend pas à ce que ce soit aussi diversifié et c'est très grand, beaucoup plus ce qu'on pense. Ça te donne envie toi d'embarquer ? Moi pas vraiment, enfin j'ai un peu le mal de mer mais je trouve ça bien leur mode de vie. L'an dernier, le BPC Dixmude a accueilli près de 3000 visiteurs. On reste dans le milieu maritime avec le musée de la Marine à Rochefort qui est en plein nettoyage de printemps. Avant sa réouverture début février, l'établissement a reçu la visite d'une équipe de restaurateurs qui ont pris grand soin des pièces exposées. Dans la grande famille des gardiens du passé, conservateurs, collectionneurs, muséographes, il est une caste bien spéciale, les restaurateurs. Jean-Michel Le Tenou est de cela. Basé au musée de la Marine à Paris, il vient parfois dans un des sites portuaires de l'établissement national. Il est venu au chevet de quelques pièces bicentenaires de Rochefort. Le dépoussiérage est très important parce qu'en fait, les poussières vont se mettre sur tous les cordages et le mélange UVA, poussière, pollution atmosphérique, ça va nous brûler nos cordages. Il y a des altérations qui sont stables, ça peut attendre. Puis il y a par exemple de la rouille ou des champignons, ceux-là, ils sont actifs. Là, il faut intervenir très vite. Là, on n'a pas tellement le choix. Là, c'est la dégradation qui nous oblige à dire « Ah, si tu n'interviens pas, dans un an, ton objet il va vraiment être beaucoup plus dégradé. » Delphine Massiot, elle, est spécialisée dans le métal. Elle travaille là sur une horloge, celle d'un bagnard prénommé Dubois. Donc de réaliser une pièce comme celle-là, dans des conditions du bagne, avec certainement très peu de matériel, c'est assez exceptionnel. Toutes les roues, les dents ont été faites à la main. Il faut imaginer des toutes petites scies, de repercer chaque élément et ensuite de repolir toutes les pièces, d'essayer de faire des rouages sans gabarit, sans patron, sans tour, c'est assez exceptionnel. Oui, le musée de la Marine à Rochefort fait partie de la grande famille des gardiens du passé, mais il vous faudra attendre le 6 février prochain avant la réouverture, le temps de fignoler quelques détails.